Mais j'ai commencé du coup pendant le confinement par une connerie, vraiment une bêtise, je ne saurais même pas t'expliquer quoi, tellement je suis presque gêné de te l'expliquer. Tu vois encore quand même pas mal de créateurs qui bossent avec des marques problématiques ou alors qui se renseignent tout simplement pas. J'en citerai pas. Chez Oups. Et ça m'arrive de me lever la nuit à 3h du mat et de me dire purée, incroyable, j'ai une idée de fou. Et je le note directement. Bienvenue sur le podcast Par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage des discussions avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Ce podcast vous est proposé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Bienvenue Marius. Hello Octa, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, ravi de faire connaissance via le podcast. À fond. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Carrément, tu commences fort. C'est une question très difficile, moi, je trouve, de se présenter. En effet, ouais. Alors moi, c'est Marius, j'ai 24 ans. Je suis créateur de contenu depuis 5 ans, je crois, sur les réseaux. Je me suis lancé à 100% depuis 6 mois maintenant. Sinon, j'adore le tennis, j'adore les bières aussi. La nourriture aussi. La nourriture, j'aime beaucoup de choses. Et voilà. Pour bien commencer, c'est pas mal comme petite présentation pour commencer. C'est une bonne petite présentation en effet. Et ici, c'est pas une question, mais je trouve que tu as très bien créé ta DA sur les réseaux. On en parlait justement avant, la banane. La banane. En fait, dès qu'on arrive sur ta page, sur tes réseaux, enfin principalement sur Insta, je trouve que il y a un super bon mood qui se dégage, bonne ambiance. On sait qu'on va retrouver des bons plans, des bons endroits où manger. Et puis il y a cette image jaune et noire. Et un peu de blanc aussi dans la DA. Ma question c'est pourquoi le jaune, pourquoi la banane? Très bonne question. Merci, ça fait plaisir déjà que tu aies remarqué ça. En vrai, ça me prend beaucoup de temps. J'ai voulu me créer une petite DA pour essayer d'un peu de me différencier tout simplement, et aussi parce que moi je suis un passionné. J'ai fait des études de communication. Et tout ce qui est branding et non-branding et tout, c'est un truc que je kiffe faire. Et donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me créer une couleur vraiment à moi, que je pourrais réutiliser partout. Pourquoi pas créer après du coup une sorte de logo, un petit branding où je peux vraiment que je peux incorporer vraiment partout. Et je me suis dit, comment ça a commencé. Donc de base, moi j'ai toujours kiffé le jaune. Pourquoi? Parce que c'est une couleur vive. Alors je trouve que c'est cool, ça rend une bonne image, et en même temps tu peux quand même garder un côté un peu comment expliquer, premium, on va dire, en la joignant avec du noir par exemple. Et je me suis dit trop bien, et pourquoi pas essayer enfin pas d'humaniser, mais d'essayer de trouver un objet qui peut justement représenter un peu mon mood, etc. Je me suis dit la banane, let's go. Et voilà, moi je partageais le contenu toujours avec le smile, avec une good vibe, etc. Je me suis dit pourquoi pas essayer de tout tourner autour de ça. Et franchement, je suis assez content, c'est marrant. Et du coup, je me suis créé des petits stickers. Incroyable pour toi. Trop bien. Que devoir coller dans la social box. Ça va être magnifique. Et voilà mon petit logo que j'ai créé avec la banane. Magnifique, Marius Story. Voilà, nice. Pour ceux qui voient la vidéo, qui ont le privilège de voir la vidéo. Vraiment fort. Et c'est un cadeau pour toi. Merci, ça fait plaisir. Et est-ce que ça vient pas aussi donc tu fais pas mal de micro-trottoirs? Ouais. Je vois que tu as toujours un micro jaune, ça fait partie... est-ce que c'est venu via ce micro ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu un contenu aussi avec une banane en micro. Ouais, en fait, je me suis créé un petit micro brandé, jaune et noir, pour essayer d'être un peu plus reconnaissable, un peu plus différent. Je trouvais ça fun. Du coup, avec une belle banane dessus, avec écrit MS, Marius Story. Marius Story qui est mon pseudo. Pour pousser le branding au max. Au max. Trop bien, génial. Félicitations pour de t'être lancé à 100% dans la création de contenu. Merci. Et comment est-ce que justement t'es arrivé dans cette création de contenu après, je sais que t'as quitté ton job. Ouais. Explique-nous peut-être un peu cet aspect-là. Moi, mon petit parcours, pour te raconter un petit peu ma vie, j'aime pas trop parler de moi de base, comme ça tu sais. Je suis plus un mec justement qui m'intéresse aux autres. Mais voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait un bachelor en relations publiques sur Namur. Je suis originaire de Namur de base. Ouais. Super fier d'être namurois. Et puis je suis parti à Paris faire un master en alternance de 24 mois. Donc là j'étais en moitié cours et moitié entreprise. Ok, 24 mois, c'est énorme. Ouais, c'est un master, les masters en alternance à Paris, c'est vraiment un format beaucoup plus long. T'as pas de vacances, c'est assez hardcore. Et du coup tu combines cours et entreprise. Okay. Mais c'est hyper enrichissant, j'ai appris tellement de trucs. Et du coup j'ai habité à Paris pendant 3 ans. Et j'ai bossé du coup en agence pendant 3 ans aussi, une agence d'influence que tu connais puisque tu as fait un stage là-bas. Yes, en effet. Une belle agence d'influence en Belgique qui s'appelle Binfluence. J'ai trop kiffé mon alternance là-bas, j'ai appris tellement de trucs. Je travaillais du coup là-bas
C'est une agence d'influence, je travaillais là-bas sur le côté plus campagne d'influence. Donc je mettais en place des campagnes d'influence de A à Z. On partait du casting, du briefing, de la sélection des créateurs. Du coup, je travaillais là-bas plus sur le marché français. Ok. Et entre-temps, à côté, je continuais de créer des contenus sur les réseaux. Moi, j'ai commencé, bon, c'est un peu dans tous les sens là, mais j'ai commencé du coup pendant le confinement. Pour une vidéo connerie, j'avais jamais publié de vidéo sur le réseau et j'ai essayé et vraiment une bêtise, je ne saurais même pas t'expliquer quoi tellement je suis presque gêné de te l'expliquer. Et puis après, Elle est toujours sur les réseaux ou pas? Elle est, je pense, toujours sur le réseau. N'essayez pas de scroller à fond. Et du coup voilà, et j'ai créé ça et puis après j'ai créé plein d'autres vidéos et en même temps donc j'avais mes études etc. Et jamais je me suis dit ça va devenir mon métier, trop bien etc. C'est vrai que il y avait un lien avec mes études et ce que je faisais dans mon travail, etc. Mais jamais je me suis dit, je vais vivre de ça, ça va être trop bien, je vais pouvoir vivre en faisant des TikTok, quoi, tu vois. C'est assez fou. Et donc, pour revenir avec mon petit parcours, donc je travaillais chez Binfluence pendant presque 3 ans. Et je continuais sur le côté. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'une part, pour mon travail chez Binfluence. En fait, j'avais la chance d'être des deux côtés, côté créateur et de côté agence, pour vraiment voir un peu l'envers du décor et ça m'aidait vraiment dans les deux parties. Donc tu étais inclus aussi dans des campagnes en tant que créateur ou pas? Au début oui, un peu moins à la fin, et puis j'avais la chance de travailler pour le marché français. Donc j'étais jamais vraiment inclus dans les campagnes. Et oui, c'était un peu bizarre. Des fois j'avais des campagnes avec la Belgique, mais je travaillais pour la France. Mais en vrai, ça n'a jamais trop posé de problème et je m'entends super bien avec tout le monde là-bas. Donc non, sans souci. Et voilà. Et puis après, j'ai fini tout ça, mon taf chez Binfluence depuis septembre. Et là, je me suis lancé en full time, en freelance. Donc je suis créateur sur le réseau. Donc j'ai des collabs, etc. Et en même temps, je suis free je suis consultant en influence et social media. Okay. Moi, j'ai quelques clients sur le côté en plus parce que j'aime bien ne pas rien faire et faire beaucoup de trucs. Et donc je me suis dit que je vais pas vivre que de la création de contenu. Je pourrais. Si j'acceptais toutes les collabs du monde, mais je filtre beaucoup. Mais du coup, j'ai appris que tu joues au tennis. Ouais. Explique-moi peut-être un peu cette partie-là, peut-être sportive ou autre. Ouais, à fond. Moi, en fait, je donne cours de tennis depuis que j'ai 16 ans. J'étais dans une école de tennis. Toute ma vie, le tennis, c'était dédié au tennis. J'étais sûr que plus tard, j'allais être coach de tennis, que j'allais voyager partout. C'était sûr, genre ma vie tournait autour du tennis. Je faisais que ça, vraiment que ça. J'avais des cours de tennis. Je faisais que ça. Et puis j'ai commencé mes études et puis j'ai commencé à comprendre que je kiffais tout ce qui était communication, marketing, etc. Et du coup, je joue un peu moins au tennis qu'avant. Je donne moins cours de tennis aussi avant, mais je reste un grand passionné. Mais comme quoi, au début, j'étais sûr que toute ma vie allait tourner autour du tennis. Et au final, regarde, maintenant je suis TikToker. Voilà. Et comme quoi, tout peut aller super vite et il y a pas de limite à se mettre, quoi. Mais ça t'empêchera pas de éventuellement collaborer avec des marques de tennis. Exact, c'est ce que j'ai déjà fait, ouais. Des écoles. Ouais, à fond. Ouais, c'est vrai, j'ai fait une chouette campagne pour promouvoir le film avec Serena Williams. Je sais pas si tu te rappelles. Comment il s'appelle déjà ce film? Qui était juste incroyable. Et c'était trop bien, ça fitait parfaitement parce qu'à l'époque, je faisais des contenus sur le tennis. Et c'était trop bien comme contenu. Donc ouais, ça peut être aussi un bon levier, quoi. Sport, passion, travail, lié, tout ça, c'est... Tout est lié. La fête aussi, super important. Et c'était quoi le déclic Je parle beaucoup santé. Hein. Tu bois un peu. C'était quoi ton déclic pour partir de chez Binfluence? Parce que tu aimais bien ce que tu faisais. Pourquoi est-ce que tu t'es dit ok, maintenant je peux aller et vivre de la création de contenu et continuer mon parcours freelance? Bonne question, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, tout simplement... En fait, avant, quand je travaillais chez Binfluence, c'était juste impossible de gérer Binfluence. Au début, j'avais les cours en plus, parce que j'étais en stage là-bas. Et puis, à la fin, j'avais la création de contenu. J'avais une émission à la télé aussi. Ouais. J'étais animateur d'une émission télé. C'était juste impossible de tout combiner. Franchement, j'avais pas de vie. Et puis, je suis un mec qui adore faire la fête, donc c'est difficile de faire la fête en plus de tout ça. et donc, c'était juste pas possible à la fin de tout faire, tout combiner. Je me suis dit, vas-y, let's go. Porte... Voilà, on dira pas. Et fonce-toi, lance-toi. Et je suis trop content, je regrette pas du tout, je m'éclate. Enfin, la vie d'indépendant, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais pour le moment, c'est vraiment le kiff. Donc voilà. Donc j'imagine que ton parcours chez Binfluence, enfin en tout cas dans une agence, ça t'a rapporté beaucoup pour te lancer dans la création de contenu. Bon, c'était en parallèle, tu avais déjà commencé, mais...
Ouais, carrément, ça m'a vraiment aidé, forgé, que ce soit au niveau des rencontres que je faisais là-bas, que autant les process, comment ça se Mhm. passe le travail en agence. Quand t'es créateur, souvent, y a des créateurs peuvent vite perdre les pieds sur terre, tu vois, et tu peux Ouais. très vite te dire, ah, mais pourquoi est-ce que cette agence-là, elle n'a pas de budget pour moi, etc. Et Mhm. en fait, tu te rends compte derrière que c'est juste des contraintes budgétaires du client, Ouais. et c'est super intéressant d'avoir la vision de vraiment des deux côtés. Et pareil pour les castings, etc. Comment est-ce que tu peux être intéressant pour une marque, pour une Mhm. institution ou autre. Et donc ça, c'était super intéressant. Et voilà, après, j'ai pas trop calculé. J'aime bien dire que j'aime bien rester authentique et essayer de, tu vois, évidemment, je réfléchis à ce que je fais, au contenu que je publie, etc. Mais pour moi, le plus important sur les réseaux, pour en parler peut-être après, mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'être 100% toi-même, Mhm. authentique. Et évidemment, être Go un peu with the flow. go with the flow. Quel accent. Mais ok, donc pour s'il y a des marques qui nous écoutent, le gros plus, ton gros plus en tant que créateur de contenu, je pense que c'est aussi du coup cette partie pro. Tu connais les deux côtés, tu connais comment gérer une campagne. Je pense qu'en tant que créateur, c'est une grosse plus-value, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse plus-value. Tous les agents ne le savent pas. Mais c'est vrai que moi, je suis assez carré quand je bosse avec des marques, avec des institutions. J'aime bien que tout soit assez carré. Je connais les attentes du client. Je sais Mhm. aussi ce qu'il faut faire pour qu'il soit content. Je peux t'expliquer un peu le process aussi, comment ça fonctionne, si tu veux. Mais voilà, moi, en fait, quand je reçois une demande, on échange tout de suite, on échange les idées, etc. D'abord, je regarde si c'est un bon fit, si moi si je peux avancer avec la marque, c'est une marque qui partage mes valeurs, etc. Parce que je fais vachement attention maintenant par rapport à avant, en tout cas avec les marques avec lesquelles je bosse. Mhm. Pour te donner une petite anecdote, je me rappelle la toute première campagne que j'ai eue, c'était en 2020. Ok. Il y a 4 ans, putain, je suis tellement vieux. Euh, C'était il y a 4 ans et je me rappelle, on me proposait je crois on me proposait 100 euros pour une vidéo TikTok et c'était partager c'était avec Sony, c'était pour promouvoir un artiste et je trouvais ça fou et je me disais mais c'est pas possible, c'est une arnaque. Mes parents ils me croyaient pas, ils me disaient mais tu racontes des conneries et euh, et j'ai accepté évidemment. Et avec du recul je me dis mais attends, je me suis fait super arnaquer, tu vois. Ouais. Et en fait j'étais trop content et en fait au début dès qu'on me disait tu peux recevoir de l'argent genre les 5 premiers mois, je me disais mais waouh incroyable. Mhm. Je Ouais, comptais, c'était le début, hein. c'était Le fou début. quoi. Putain, c'est un des nouveaux métiers et tu te disais mais let's go, je peux pas refuser ça quoi. Et maintenant je reçois pas mal de demandes. Je pense que j'ai un profil aussi qui attire pas mal. Mhm. Mais je filtre vraiment beaucoup et j'essaie vraiment de trouver des partenaires qui fit avec mes valeurs. Puis au-delà de ça, tu as aussi le retour des gens. Je pense que mon audience, elle est assez. Elle n'hésite pas dès qu'il y a un truc un peu, tu vois, un peu border ou autre, à me le dire. Donc c'est important pour moi de vraiment pas tout accepter et filtrer un max, quoi. Et comment ça se passe? C'est des demandes que tu reçois en direct ou est-ce que tu bosses justement avec un talent manager ou une agence? Bonne question. Je pose tout seul. J'ai toujours pris le choix de bosser tout seul pour le moment. Je suis complètement pour les créateurs. Je conseillerais à fond, pourquoi pas de travailler avec des talent managers dans des bonnes agences, évidemment. Mais comme j'expliquais, comme j'ai eu la chance de pouvoir bosser en agence, pour le moment, je vois pas trop euh, l'intérêt à vraiment déléguer tout à un agent ou autre. Mhm. Après, il y en a qui le font très très bien et je pense que ça pourrait être aussi une plus-value, mais je suis assez contrôle fric, j'aime bien gérer mes trucs, tu vois, et que ça soit vraiment tout carré comme je le veux, répondre un peu comme quand je le veux, etc. Et voilà, après, on m'a beaucoup proposé aussi. Plusieurs agences en Belgique, mais en France m'ont proposé du coup d'avoir un agent et de rejoindre vraiment une équipe. Ouais. En agent, j'ai toujours dit non. Après, peut-être qu'un jour, je rejoindrai, je sais pas trop, je reste ouvert à ça. Et franchement, je pense que c'est un bon levier, ça peut être une bonne chose. Et t'as beaucoup de créateurs qui sont des fois en mode ah ouais, les agences des fois ils arnaquent, etc. Et je suis pas du tout pour de dire ça. Franchement, on pense encore à Minfluence, mais ils ont un côté campagne, un côté agence où ils gèrent Ouais. des talents. Et c'est une super agence, ils font ça super bien. Et pour, désolé de te couper, mais pour rebondir là-dessus, tu parles de genre arnaque ou, mais au niveau financier, comment ça se passe? C'est quoi, ils prennent un pourcentage Ouais. sur des collabs, Ouais, donc en fait, enfin, c'est combien ce pourcentage? ouais. C'est un peu plus d'insight. Donc en fait, le taf d'un agent, quand t'es agent d'influenceur, c'est de gérer toute la partie collaboration, les échanges de mails, le côté un peu admin, et t'as un côté aussi un peu travail d'image où tu Ouais. soutiens le créateur, tu peux l'accompagner sur des events, t'as vraiment tout ce backup là, et quand tu te lances dans la création de contenu et que t'as pas spécialement
background, on va dire. Quel accent encore une fois, mais pour tout je me prends. T'as pas trop de background à ce niveau-là. C'est super. Tu sais pas en fait. Tu connais pas les prix. Tu sais pas comment ça fonctionne. Tu connais pas les agences. Tu sais pas trop à qui tu peux faire confiance, etc. Donc c'est pas toujours évident. Et donc le taf d'un agent, c'est de gérer un peu tout ça, toute cette partie-là. Et du coup, des fois, de négocier aussi des tarifs qui sont plus élevés que ce que toi tu pensais mettre. Et derrière, ils prennent une commission entre, ça varie vraiment en fonction des agences, etc., mais entre 20 et 30%. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Et sur tous les revenus du créateur, quoi. Ok. Après, par contre, tu vois, on pourrait se dire des fois c'est beaucoup, des fois c'est pas beaucoup, mais il faut se dire aussi que du coup, il y a une marge de négociation qu'eux vont faire en plus pour toi. Et puis, tu as tout le taf aussi, du coup, tu gères plus tes mails, tu gères plus ton admin. C'est un gros gain de temps, quoi. Ouais. Et mais moi, en fait, j'adore. Genre, j'aime trop gérer mes mails, j'aime trop gérer mes trucs. Ça me prend énormément de temps, des fois plus de temps que la création de contenu, mais j'adore faire ça. Et donc, toi, tu le gardes entre tes mains, quoi. Je le garde entre mes mains. Et au niveau de ta création de contenu, j'ai vu et on avait discuté que tu as créé pas mal de campagnes de sensibilisation et d'engagement. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer le process? Est-ce que c'est des vidéos que tu as créées toi en disant ok, ça peut aider les autres, ou est-ce que c'était des collabs avec des institutions ou autres? Ouais. C'est des campagnes, moi j'adore faire. En fait, j'ai encore plus envie de me tourner. Avant, je le faisais beaucoup plus et je m'en veux de le faire un peu moins. Mais c'est d'avoir vraiment une influence positive et c'est de me dire j'ai servi à quelque chose, tu vois. Là, pour le moment, sur le réseau, c'est beaucoup de bons plans, beaucoup de micro-trottoirs un peu plus fun avec un ton léger, etc. Ouais. Et j'ai envie d'arriver plus à un truc de quand les gens regardent mes vidéos, ils se disent ah purée, j'ai appris un truc, il m'a aidé à me sentir mieux. Après, je dis pas que les gens pour le moment ils disent pas ça, tu vois, mais c'est plus un côté un peu plus léger. Et je pense que les gens c'est plus ils passent un bon moment en regardant mes vidéos, c'est du divertissement, mais j'ai plus envie d'avoir un truc positif où les gens se disent ah j'ai appris quelque chose. Et donc avant, je faisais pas mal de campagnes de sensibilisation sponsorisées ou non. J'ai travaillé notamment pour une campagne pour sensibiliser les jeunes à la santé mentale, inviter les jeunes à détabouliser, ça se dit ça? Ouais. Peut-être, voilà. Google tout détabouliser, retirer les tabous sur tout ce qui est aller voir un psy, etc. par exemple. Et pour moi, j'ai reçu tellement de retours et ça faisait tellement chaud au cœur de se dire tu sers vraiment à quelque chose, tu vois. Et ça, c'était une campagne pour quoi? C'était pour l'AVIC, c'est l'agence de la santé en Wallonie, si je dis pas de bêtises. Google à nouveau. Et donc ça, c'était c'était sponsorisé, mais je l'ai fait pour un mini prix parce que voilà, ça me tenait à cœur, etc. Et je fais aussi beaucoup de trucs pas sponsorisés, évidemment. Mais ça impacte du coup quand même le prix, en fait. Enfin, si tu bosses avec des ASBL ou avec carrément. Des institutions, parfois les budgets sont limités, donc c'est à toi de choisir une bonne balance, j'imagine. Ouais, on pourra en parler après, mais les budgets, mais ça varie tellement, c'est impossible d'avoir pour un créateur un tarif fixe, ça dépend vraiment trop de facteurs, mais on peut en revenir après. Mais pour finir avec les campagnes de sensibilisation, j'ai fait donc la santé mentale, j'ai fait une campagne voter. Pour bien voter, c'est bien, t'as bien étudié. Et prévention de drogue, j'avais vu aussi. Ouais, donc pour bien voter, c'était un truc un peu plus politisé, mais pas du tout orienté. C'est vraiment plus pour sensibiliser les jeunes à aller voter, et comment voter correctement, etc., valablement. J'ai fait ça en collaboration avec un média, le média de Namur. Avec des formats super cool, tu vois, avec une patte un peu créa, avec un ton positif et pas boring. Tu vois, essayer de rendre les contenus qui paraissent un peu chiants, accessibles et ludiques, quoi. J'ai fait ça pour, tu viens de le dire. Pour la drogue. Pour la drogue, j'ai fait un truc, pour la drogue. Wow, ça paraît tellement dur de dire ça. Pour prévention sur de la drogue en festival. Ça, c'était chouette. Puis j'ai fait un truc aussi sur la prévention SIDA, où l'idée c'était d'informer encore une fois les jeunes sur tout ce qui est les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et toujours avec sans tabou et avec vraiment une touche positive et pas du tout dans l'agressif, tu vois, toujours avec un truc positif. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Et c'est trop cool de voir que tu reçois des messages positifs aussi, des gens qui disent ah punaise, merci, j'ai appris un truc, et c'est vraiment vers quoi j'ai envie de me tourner plus, quoi. Après, c'est ton rôle aussi, et je pense que c'est pour ça que tu disais que ton profil attire beaucoup d'entreprises ou d'ASBL, c'est pas tellement prétentieux de dire ça, mais non, mais c'est le fait que tu attires, je pense, c'est parce que tu arrives aussi à rester toi-même pour vulgariser des sujets ou pour garder un chouette ton, un ton un peu humoristique aussi sur des sujets plutôt complexes. Je pense que ça aide énormément à attirer des gens. Ouais, à fond, c'était
comment expliquer, le truc dont j'ai vraiment envie de faire attention, c'est toujours rester moi-même et rester authentique un max, euh, et pas faire des trucs pour plaire aux gens, tu vois. Et j'ai fait des erreurs évidemment, et j'en fais encore, hein, mais je veux dire, essayer d'être moins dans la stratégie, tu vois, et plus dans le vrai, en fait, tout simplement. Et évidemment, réfléchir à comment, pas poster n'importe quoi, mais je veux dire, essayer vraiment de rester moi-même et pas trop poser des questions. Et c'était par rapport à la campagne que tu as fait sur comment bien voter. On voit de plus en plus, bon, c'est parce que c'était les élections il n'y a pas si longtemps, mais on voit de plus en plus de contenu créé par des jeunes pour justement inciter Ouais. à voter. Ouais. Il y a pas mal de contenus aussi qui sont créés pour afficher, je pense, la transparence au niveau des marques. Donc, je pense qu'au niveau des créateurs, il y a un aspect aussi de sensibilisation qui est énorme. Et toi, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça peut impacter hyper positivement les jeunes ou les inspirer, aussi inspirer des créateurs qui commencent et du coup, au lieu de se rediriger vers des marques qui mettent des budgets, mais c'est peut-être des marques qui sont pas hyper green ou autres. Éthique. Ça permet éthique, voilà. Ça permet de diriger vers le bon côté, quoi. Je pense que l'influence a un impact de fou et il y a vraiment un rôle de fou à jouer, que ce soit au niveau des politiques, des engagements ou autres. Et on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de créateurs qui s'engagent. Selon moi, pas encore assez. Tu vois encore quand même pas mal de créateurs qui bossent avec des marques problématiques ou alors qui se renseignent tout simplement pas. J'en citerai pas. Chez une, oups. Mais pour moi, il y a vraiment l'influence a vraiment un rôle de fou à jouer à ce niveau-là. Et les créateurs pour moi, c'est devenu vraiment des vrais médias. Et ils ont aussi pour moi une vraie responsabilité à jouer dans tout ce qui est engagement ou autre. Et donc c'est important. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, clairement. Et j'ai regardé justement surtout d'avoir ton avis, quoi. J'ai regardé un podcast justement sur ça hier de Enjoy Phoenix avec son agent qui expliquait que c'était pas du tout facile en fait pour un créateur des fois de prendre position, de prendre la parole, et que du coup certains créateurs se disaient du coup je le fais pas, et c'est vraiment super compliqué et on se rend pas toujours compte. Souvent t'as les communautés qui sont en mode pourquoi est-ce que cet influenceur là il a pas parlé du conflit en Palestine, et c'est vrai que c'est pas toujours, on se rend pas toujours compte des fois que tu peux avoir t'as des retours des gens en fait, qu'il y a de vraies personnes qui sont derrière ton écran, et qu'en fait tu reçois des fois des retours qui peuvent être durs à entendre. Mais après, ouais, pour moi, mais il y a cet aspect position sur un sujet, mais il y a aussi cet aspect financier. Tu le disais juste avant. Si tu veux vivre à 100% de la création de contenu, si tu fais que de la sensibilisation, peut-être que tu n'auras pas assez de revenus que pour en vivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça a un impact, et des fois, si tu t'engages trop, tu peux des fois t'éloigner de certaines marques. Mais selon moi, je préfère prendre ce parti-là et me dire ok, je m'engage, et tant pis si je laisse des marques à côté. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et justement, je pense que même le fait de s'engager aussi, ça permet de te nicher justement plus dans un secteur, enfin un secteur entre guillemets. Je dis pas que je suis un mec, j'ai l'impression que je parle comme si j'étais un mec super engagé, bobo, etc. Alors que pas du tout. J'essaie juste de faire un peu gaffe, mais je pense que c'est un vrai avantage aussi de s'engager et de faire un peu attention à qui tu taffes, quoi. C'est le minimum pour moi, et c'est un impact tellement énorme sur les jeunes surtout, parce que maintenant les jeunes ils regardent plus les médias, on regarde plus le journal, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On scrolle sur TikTok, et TikTok et Insta ça devient la vraie vie, alors que pas du tout. Et donc pour moi les créateurs ont vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, dans le partage d'informations par rapport à plein de sujets, quoi. Ok. Et santé, chin. Très intéressant cette conversation, j'aime beaucoup. Chouette, je reviendrai. Trop bien, on continue alors. Toujours un petit focus sur le contenu que tu crées et les collabs. Tu m'as envoyé ton Media Kit. Donc ma première question, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un Media Kit? Ouais. Un Media Kit, c'est un document qu'un créateur a, ça peut être un média aussi, et en fait qu'il envoie à toutes les agences, les marques avec lesquelles il travaille, pour en fait se présenter et montrer un peu son univers. Donc moi dans mon Media Kit, qu'est-ce que je mets un peu mon univers, qui je suis, qu'est-ce que je partage sur les réseaux, quelques références avec les marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé, mes statistiques, mon taux d'engagement, mes audiences, etc. Et en fait ça permet pour les marques, les agences de se projeter en fait avec quel profil
en quel profil ils veulent travailler, parce qu'évidemment il y a beaucoup de créateurs, et donc ça permet aussi un petit peu de fois de te différencier ou d'apprendre un peu plus de te présenter tout simplement. Et moi je l'envoie tout le temps, mon media kit. C'est un peu ton CV de Exactement. créateur, quoi. Ouais, c'est exactement c'est ton CV en fait, et pour moi c'est vraiment primordial quand t'es créateur d'avoir un media kit qui reprend un peu des informations, qui soit beau. Et moi je l'ai évidemment bien brandé en jaune avec ma petite banane, j'ai fait un truc un peu cool, et ouais, un media kit c'est vraiment important d'en avoir un. Ok. Et dans ton Media Kit, j'ai vu que tu as bossé avec des chouettes marques, des marques aussi un peu plus connues, mais aussi des institutions comme le Parlement européen. Et ma première question qui me vient quand je vois ce Media Kit, c'est comment est-ce que tu rentres en contact avec ce genre de marque ou d'institution, surtout en sachant que t'as pas d'agent, enfin tu bosses pas avec une agence. Ah, c'est marrant, j'ai envie de répondre prospection à la cool comme Pollux à son dernier épisode que je trouvais super cool. À la cool. Il m'a bien fait rire d'ailleurs. Non, en fait, souvent, j'ai quand même souvent la chance d'être contacté par des agences ou directement par les marques. Ça m'arrive, mais c'est quand même assez rare de moi contacter directement. J'aime un peu moins cette démarche-là parce que t'as un truc de, je sais pas, t'obliges un petit peu, la personne reste avec toi et j'aime pas trop. Mais sinon, ouais, ça se fait assez naturellement. Et puis moi, en fait, j'aime bien le contact avec les gens. Quand je vais à ces événements, j'aime bien parler avec tout le monde, etc. Pas du tout en mode de forceur, en mode pour avoir un truc derrière, tu vois, mais ça fait partie de moi et j'aime bien parler avec les gens. Et du coup, je pense que ça aide aussi le côté relationnel, etc., à bien s'entourer. Et pour moi, c'est le plus important. S'il y a des gens qui nous regardent, qui veulent se lancer, que ce soit dans tous les métiers, c'est l'entourage. Genre, c'est tellement important. Genre, je saurais même pas expliquer, mais tout l'entourage, que ce soit des gens qui sont dans ton milieu, mais aussi des gens qui sont pas dans ton milieu. Moi, tous mes bons potes sont pas spécialement dans le milieu de l'influence, etc. Ils comprennent ce que je fais, et ils sont super intéressés, et c'est trop enrichissant de pouvoir discuter de ça avec mes copains, et je les aime trop, merci pour ça. Et mes copains et ma famille, surtout mes parents, qui me suivent à fond, et qui comprennent mon milieu à fond. Et ça, c'est cool aussi, ça intéresse blindé, c'est le premier au courant quand j'ai un nouveau contrat ou quoi, tu vois. Et ça, franchement, c'est trop important, vraiment l'entourage, trop important, quoi. Ouais, surtout dans un milieu, surtout dans un milieu où t'es généralement tout seul, c'est un métier d'image, ça peut des fois être un peu démotivant, etc. Et tu peux ça peut vite avoir un impact sur ta santé mentale, et donc le fait d'être bien entouré est trop important. Ouais, c'est de l'entrepreneuriat, hein, en fait, être créateur de contenu. C'est de dire ça, je suis entrepreneur en fait. T'es entrepreneur, créateur de contenu. Donc ouais, tu peux vite te sentir seul, et donc ouais, je pense que être bien entouré, rencontrer les bonnes personnes, surtout être soutenu par ses proches, ouais, c'est la clé, quoi. De ouf. Et j'entends pas mal, enfin ça s'ébruite pas mal sur les réseaux. Il y a beaucoup de contenu qui explique un peu comment performer, comment faire des vues, etc. Et il y a des gens, des gourous, des influenceurs qui disent qu'il faut même publier plusieurs fois par jour si on veut se donner un max de chance. Et moi je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Et toi, comment est-ce que tu as une stratégie de contenu, parce que si tu vis de la création de contenu, tu dois forcément créer du contenu, que ça soit pour toi ou des collabs. Ouais. Très bonne question. Il y a pas mal évidemment de petits key points à retenir, et de petits trucs à mettre en place, et des choses qui fonctionnent bien. J'ai pas de grosses recettes miracles à part d'être 100% authentique. Ça serait vraiment mon point fort, mais pour les marques ou les créateurs qui nous regardent et qui veulent se lancer, moi, comment est-ce que je procède? J'ai tout simplement une note avec toutes les idées en vrac des contenus que j'ai envie de faire. Et dès que j'ai une idée, je le note. Ça m'arrive de me lever la nuit à 3h du mat et me dire purée, incroyable, j'ai une idée de fou. Je l'ai fait hier soir d'ailleurs. Et je le note directement. Et derrière, après, je réfléchis un petit peu à comment est-ce que je peux la mettre en place, etc. Il y a tellement d'idées qui n'ont pas vu le jour. Et puis après, dans mon process, c'est quoi? Tout simplement, je me lance. Je travaille beaucoup avec des vidéastes. Sur la création de contenu, notamment pour des collabs. J'aime bien avoir des contenus vraiment quali, etc. Et c'est ça aussi, je pense, qui fonctionne bien quand j'étais des collabs, les annonces revenaient, etc. Parce qu'ils savent qu'il y aura un contenu un peu carré, mais qui reste authentique. C'est toujours le truc super compliqué pour le moment avec les réseaux sociaux. Le meilleur conseil, c'est de trouver le juste milieu entre authenticité et qualité de vidéo, etc., d'image, etc., tout en essayant de passer En fait, l'idée dans toutes mes vidéos, c'est d'avoir un truc quali, mais qui rend simple. Donc les gens se disent, il a pas trop réfléchi, etc., alors que j'ai réfléchi à fond, quoi, tu vois. Et voilà, mon process, c'est ça. Et après, moi, je fais tout le temps des scripts, mais genre vraiment des scripts bien calés. Et comme ça, j'arrive sur le tournage et tout est carré à fond.
et je fais mon script, enfin j'apprends mon script, etc. Et je mets mes plans, je sais où je vais tourner, je sais ce que je vais dire exactement mot pour mot. J'essaie toujours de garder évidemment un côté spontané, etc. Mais en tout cas, souvent quand c'est des campagnes avec des marques, j'envoie tout le temps les scripts en amont aux agences, etc. Ils doivent valider, comme ça il n'y a pas de surprise, on ne doit pas, tu vois, retourner des contenus. Tout recommencer ou jeter tout le contenu à la poubelle. Exactement. Donc voilà pour le process. Après, ce que je peux donner comme conseil, c'est de poster à fond et juste de tester des formats tout le temps. Moi-même, j'en teste encore tout le temps, que ce soit, enfin tout en fait. S'inspirer évidemment des autres, pas copier. Essayer toujours d'avoir ta patte. Moi, j'essaie de l'avoir avec ma petite DA jaune, etc. Tu vois. Et c'est vraiment pas de copier et de s'inspirer à fond, regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne, etc. Mais tout en restant vraiment aligné avec ce que toi t'as envie de partager. Faut pas rentrer toujours dans ce truc de je vais faire un contenu parce qu'il fonctionne, tu vois. Ça m'est arrivé dans le passé, j'ai fait un contenu, je me rappelle, il a fait 3 millions de vues et c'était une connerie. Après je me suis dit mais putain, mais pourquoi j'ai posté ça, tu vois. Et je me dis mais après réflexion, ça sert à rien, quoi, tu vois. Ok, ça fait des vues, mais à quoi bon, quoi, tu vois. Et donc pour le process, c'est ça. Et au niveau de la fréquence, je mets pas de grosses guidelines en mode tu dois publier absolument 3 fois par semaine, 3 fois par jour, mais c'est vraiment des périodes. Quand moi j'ai aussi un peu envie de les poster, ça sert à rien de te forcer à publier non plus. Mais en tout cas, tester plein de formats et publier à fond, c'est vraiment le meilleur conseil. Je l'ai essayé là, ça fait pas longtemps que je suis plus sur TikTok de base, et là sur Insta, ça commence à bien se développer, c'est cool. Et en fait, juste le fait de tester des formats, surtout en Reels, les Reels ils explosent pour le moment, c'est ça qui permet beaucoup de gagner en abonnés aussi, donc pour développer une communauté, c'est bien. Et juste tester plein de formats, publier, tester des trucs et pas avoir peur du regard des gens, évidemment. Et je pense qu'en fait, au final, si t'as peur au début, il faut juste te dire aussi que plus tu vas essayer, plus tu vas le faire, et plus t'auras plus peur, tout simplement. C'est juste essayer. Et un truc que j'aime bien dire que j'ai lu récemment, c'était ce sera gênant jusqu'à ce que quand ça marche. En mode les gens vont trouver ça creepy, vont trouver ça cringe, etc. Jusqu'à ce que quand tu auras 10K sur Insta ou que tu auras un peu de crédibilité ou tu seras invité à des trucs, là les gens ils seront contents, ils seront là, ah ouais c'est cool, etc. Alors qu'avant tu vois ils étaient là, qui est bizarre le mec, qu'est-ce qu'il fait, il fait des micro-trottoirs trop chelou, etc. Et juste pas avoir peur au début et vraiment te lancer et tu seras content plus tard de l'avoir fait et tu auras au moins pas de regrets en tout cas et let's go quoi. Et est-ce qu'il y a des contenus que tu publies sur TikTok que tu publies pas sur Insta ou inversement? Avant, je publiais tout sur TikTok et rien sur Insta. Je sais pas, avant, t'avais plus la vibe de Insta, c'est plus carré, plus esthétique, etc. Et maintenant que Insta pousse beaucoup plus les Reels, tu vois quasi la même chose en fait sur TikTok et Insta maintenant. Sur Insta, t'as un contenu aussi, t'as des contenus qui sont aussi super légers, même des mèmes, des trucs, tu vois, super cool. Donc maintenant, j'essaie de publier vraiment un max sur les deux. J'essaie d'être moins food sur TikTok. Parce que j'ai pas envie de devenir un créateur juste food, tu vois, et partager juste des bons plans. Voilà, sinon je publie plus ou moins la même chose sur TikTok et Insta, j'ai pas de pure strat. Après sur TikTok, des fois j'ai des contenus qui sont un peu plus moins travaillés, que je me dis vas-y ça va marcher peut-être mieux sur TikTok, mais sinon non, a priori j'ai posté un max sur les deux. YouTube aussi un petit peu. Ouais, tu viens de lancer ta chaîne YouTube. Let's go à la transition. Parfait, explique-nous un peu c'est quoi le projet avec ta chaîne YouTube. Écoute, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a pas longtemps, ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Et l'idée en fait c'est de créer des formats un peu plus longs où j'ai un peu plus le temps de parler, etc. C'est des formats qui sont un peu plus travaillés, ça demande plus de temps aussi en termes de production, de montage, de réflexion. C'est vraiment rien à voir avec les contenus courts. Mais je voulais tester et là je suis en train de tester. J'ai publié la première vidéo qui a pas mal fonctionné, donc je suis content. Et je fais des chouettes retours et c'est cool parce que YouTube t'arrives vraiment à créer une vraie communauté où les gens sont vraiment plus attachés à toi, je trouve, que les formats un peu plus courts. Et l'idée en fait de ces formats longs, c'est à chaque fois de récupérer des formats courts que je peux publier sur Insta et TikTok. Donc en fait, je fais une journée de tournage pour YouTube et derrière j'ai réfléchi dans toute ma création comment est-ce que je pourrais ressortir des formats un peu plus courts sur Insta et TikTok. Et ça marche pas mal. Mais par contre, YouTube, c'est un coût. Les productions YouTube, c'est autre chose qu'un TikTok. Et donc, c'est un investissement aussi financier et en termes de temps aussi. Exactement. Financier en termes de temps. Un tournage YouTube, ça prend beaucoup plus de temps et ça prend beaucoup plus d'argent. Tu dois payer un vidéaste toute la journée, un monteur, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, c'est un beau challenge, mais je me suis dit que j'allais investir. C'était chouette. Et voilà. Et est-ce que c'est aussi une vision d'office, c'est ton envie de créer du contenu plus long, de créer une communauté, etc. Mais est-ce que c'est aussi une vision financière? Parce que je sais que sur YouTube, à un moment, tu peux
plus facilement gagner ta vie avec des vues, contrairement à TikTok. À part, enfin, je sais qu'en Belgique, tu peux pas gagner ta vie grâce aux vues TikTok. Ouais. Donc en Belgique, en TikTok, c'est pas rémunéré. Donc tu reçois pas d'argent en fonction des vues, etc. J'ai déjà tout essayé de mettre mon compte en France, etc. Et c'est impossible. J'ai déjà parlé avec plein de créateurs et c'est vraiment impossible. À part, enfin, tu peux gagner ta vie juste en faisant des campagnes avec des marques, des institutions. Mais sur YouTube, en effet, tu peux être monétisé. Après, c'est pas du tout mon but, pour être transparent avec toi, d'être sur YouTube pour gagner de l'argent directement via la plateforme. C'est plus que j'ai envie d'étendre mes plateformes et on va de voir ce qui vient de se passer avec TikTok en Amérique. Je me dis putain, si ça s'arrête, ben je suis quand même dans le caca. et donc je me dis pourquoi pas aussi développer. Et puis c'était une envie aussi à moi. Moi je reste un passionné, tu vois, et j'aime trop créer du contenu. Je suis un créa, donc je me suis dit vas-y let's go, pourquoi pas essayer d'étendre ça et voilà, on va voir ce que ça donne, quoi. Et c'est quoi ta vidéo préférée que tu as pu tourner et publier? Waouh, c'est une grosse question. Ça faut pas publier. Faut pas publier. Il y en a une que t'as pas publié. Je peux checker? Évidemment, évidemment. Oh, le but c'est que tu la trouves et qu'on la check ensemble. Okay. Et puis Est-ce que je peux t'en montrer plusieurs ou on n'a pas le temps au niveau timing? Tu peux en montrer plusieurs, évidemment. Ok. J'en montre 3. Tu les montres comme tu veux. Tu peux les couper comme tu veux. Je dirais que ma vidéo qui m'a fait le plus rire et même à tourner, c'était un micro-trottoir avec un fou. C'était à Namur, super random. On faisait un micro-trottoir, rien à voir avec la vidéo. Et puis t'as un mec qui vient près de nous et qui me dit... souvent c'est ça aussi, quand je fais des micro-trottoirs, les gens viennent près de moi. Et c'est assez marrant parce qu'à Namur, du coup, souvent c'est comme ça, ils viennent près de moi, ils me disent « Ah, c'est toi qui fais des TikTok, etc. Je peux participer à ton TikTok, donc c'est assez cool. Les gens viennent près de moi et du coup on fait un TikTok et là il y a un mec qui vient près de moi. What the fuck. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo, c'est peut-être mieux, voilà. Est-ce que les femmes sont jolies à Namur? Elles sont sexy, des fois sans décolleté et tout ça. Vous avez un décolleté aussi, là? Ah oui, oui. Il est sexy aussi. Oui. En plus, je fais de la muscu, donc... Ah ouais, ça se voit. C'est quoi votre style de femme? Ou d'homme, en fait? Non, de femme. Un peu tigresse, là. Tu vois ce que je veux dire? Un peu... Tu vois, un peu des yeux qui disent « Oh, je vais te manger ». Faut le respecter, par contre, important. Oui, oui, elles sont... Imaginons que vous êtes la question, femme. hein. Okay. Oui. Moi, je suis vous. Qu'est-ce que vous me diriez? Un petit peu... Vous êtes tout mignon. Malheureusement, je suis... Enfin voilà, le mec légendaire, incroyable. Franchement, pépite, je m'attendais pas à tomber sur lui, mais voilà, ça c'est un contenu plus fun. En vrai, j'aime bien faire ça, mais ouais, j'ai pas que ça, et donc j'aime bien aussi faire des beaux montages, etc. Et là, on peut lancer une autre vidéo. Donc ça ici, c'est un contenu qui est tourné à la caméra. Ouais, ça c'est un contenu qui est tourné avec un avant. vidéaste. On s'est chauffé pour essayer de faire une belle créa. Pardon, je suis encore malade. Si j'ai une sale tête, c'est parce que j'ai la grippe, hein, comme ça j'ai une bonne excuse. C'est un contenu qui a été créé à la cam avec un beau montage, un truc vraiment chouette. Et c'est un contenu sponsorisé qui a super bien fonctionné, donc c'est chouette. Et une dernière vidéo, allez, pour le show, c'est trop difficile de choisir. C'est un contenu que j'ai fait sponsorisé aussi pour l'université de Namur. Ok. Pour moi, ça a bien fonctionné. Je peux te la montrer. Qu'est-ce que ça fait d'étudier à Namur, les gars? Aujourd'hui, on s'incruste à l'université de Namur. Ça va être génial. C'est parti. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Qu'est-ce que je fais ici? T'as fait une faute d'orthographe. Merci. Étudier à Namur, c'est Rencontrer plein de gens. Faire cool. Faire la fête tous les jours. C'est que moi, je suis technicienne de surface. Ah merde. C'est venir manger chez Cause. Finir au nom de la rose 3 fois par semaine. Bon là, on a la bump, les gars. C'est la caisse étudiant. On font semblant de travailler. Alors, est-ce qu'on dit bump ou bump? Bump. Bump. Bump, non Bump, parce que c'est bibliothèque universitaire Mauritius Plantin. Bump, c'est mort. Moulin c'est un bar étudiant qui est ouvert 3 fois par semaine à des prix démocratiques où les étudiants viennent pour faire des rencontres, s'amuser. Ce qui est incroyable, c'est président en fait. Et voilà, et puis elle est porte ouverte. Et non, franchement, j'étais trop content de ce contenu. Et ce qui a super fonctionné, si je peux donner aussi un conseil, il y a des agences qui nous regardent, c'est la liberté de création. L'université de Namur m'a vraiment fait confiance et ça, du coup, ça a très bien fonctionné. Et ils étaient super contents et j'ai une campagne d'ambassadeurs qui arrive bientôt avec eux. Donc ça, c'est cool. Et j'ai trop kiffé aussi faire le contenu. Et puis ça me ressemble et mon audience a trop kiffé. Donc, Paris gagné, quoi. Et question peut-être un peu bête pour rebondir là-dessus, mais Question bête. comment c'est quoi l'avantage pour une unif de faire appel à un créateur de contenu? L'avantage, je dirais que c'est de présenter ton établissement à des jeunes
à travers un jeune justement. Ok. Je trouve que ça parle tellement mieux que d'avoir des acteurs ou des gens qui sont peut-être plus lambda, même si je reste lambda, hein, attention. Mais je trouve que ouais, c'est un impact aussi. Et puis les gens, enfin, il y a pas mal de gens de Namur qui ont déjà vu mes vidéos et tout, donc ça peut être marrant aussi, tu vois, d'avoir de tomber sur quelqu'un que tu connais, parler d'un établissement, tu fais plus confiance évidemment qu'une publicité classique ou qu'une publicité payante. Donc ça c'est l'avantage. Et puis ouais, donc tu humanises du coup via un créateur de contenu. Tu présentes ton école de manière un peu cool. Je l'ai fait j'ai fait une campagne aussi pour une université à Paris qui a super bien fonctionné aussi. C'était chouette. On a eu un ton super décalé, super cool. Et je pense que ouais, c'est intéressant aussi dans l'enseignement de faire appel à des créateurs. Et c'est marrant parce que ça rejoint. On a monté une vidéo pour Socialbox justement à ce sujet. Okay. On essaie d'expliquer aux marques que si vous faites de la publicité payante, il faut que ça soit une publicité qui soit la plus authentique possible, quoi. Il faut que la publicité ne ressemble pas à une publicité, en fait. Et ça rejoint à ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est super challengeant encore une fois, de trouver un juste milieu entre publicité et authenticité. Les gens, si tu fais un truc trop publicitaire, que tu commences à parler de code promo, de trucs, ça marche pas. Donc toujours essayer d'avoir une accroche spontanée, cool, essayer de toucher les gens, d'essayer de les identifier, essayer de parler d'un sujet directement où les gens peuvent se dire ah purée, ouais, moi c'est important ça pour moi, etc. Comme ici, je commence directement la vidéo en disant étudier à Namur. Donc, directement les gens qui sont intéressés par les études de Namur, ils vont regarder la vidéo, et c'est ça qui fonctionne aussi. La vidéo qu'on a montrée juste avant, on voit peut-être pas parce que c'est peut-être écrit tout petit, mais il écrit un Belge comme un autre sur la vidéo de micro-trottoir. Donc évidemment tous les Belges disent purée, mais c'est quoi encore cette légende. La vidéo des trottinettes, je commence en écrivant en gros Bruxelles pour toucher les Bruxellois. Donc super important d'essayer d'avoir un truc pas trop publicitaire, et dans toutes mes vidéos moi c'est ce que j'essaie de faire, et essayer de convaincre les clients aussi, parce que c'est pas toujours facile de convaincre les clients d'avoir une touche créa cool, positif et pas trop publicitaire, quoi. Mais c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui fonctionne le plus, ouais. Et pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu as beaucoup cité Namur, tu as cité Paris parce que tu as été à Paris bosser là-bas. Ouais. Maintenant tu es à Bruxelles. Moi j'ai une question pour toi. Paris c'est quand même beaucoup plus grand que Bruxelles. Ouais. Quand tu as fait le choix de te lancer à 100% en création de contenu, pourquoi t'as pas fait ça à Paris en fait? C'est super marrant que tu me poses cette question-là, parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ça, en mode Bruxelles ou Paris. Okay. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà tout ce qui était, j'aime pas trop dire ça, mais mon petit business était plus tourné en Belgique. Okay. Ça fonctionnait plus en Belgique aussi. Et simplement parce que j'avais besoin de retrouver la mentalité belge, tu vois, un peu plus simple, etc. Et Paris, c'est vrai que c'est full opportunité. J'ai appris tellement de trucs, c'était trop bien. J'ai rencontré plein de gens, c'était trop chouette, que ce soit des agences, que ce soit même au niveau humain, des copains, etc. Mais j'avais besoin de retrouver cette mentalité belge un peu plus simple, tu vois, un peu plus cool, moins stressante. Paris, j'arrêtais pas. Et puis être plus proche de ma famille et de mes copains. Mais ouais, mais Paris, Bruxelles, je trouve que c'est vraiment un bon juste milieu entre Namur et Paris, justement, tu vois. Namur, où c'était des fois un peu petit, etc. Et tu fais vite le tour. Et attention, j'adore Namur, attention, dites pas ce que j'ai pas dit. Et juste milieu entre Namur et Paris, où c'est vraiment too much, où c'est invivable à la fin. 3 ans, c'était bien assez, quoi, tu vois. Mais j'ai trop kiffé quand même mon expérience. Tu y retourneras peut-être un jour. Enfin, si. Je veux dire, pour développer Marius Story, peut-être, ouais. Après moi c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais j'ai pas du tout cette envie de développer mes réseaux à 100%. En fait j'ai pas du tout, je me dis pas le mec est super contradictoire, il parle de stratégie, après il veut pas développer ses réseaux. En fait je suis pas du tout dans le truc de j'ai envie d'avoir 1 million d'abonnés, j'ai envie de vivre de l'influence, d'avoir plein de campagnes. Enfin oui, évidemment, j'ai envie d'avoir des campagnes, mais je veux dire, je suis pas du tout dans le truc d'avoir plein d'abonnés et qu'on me reconnaisse dans la rue, d'être une superstar, etc. Des fois, on pourrait croire que je me la joue un peu, tu vois, Marie Story, la banane, etc. Mais c'est vraiment plus de l'humour, et je vois vraiment plus l'influence comme un levier pour d'autres trucs. Évidemment, je suis trop reconnaissant, c'est trop bien, je m'éclate dans ce que je fais pour le moment, j'ai du temps pour faire plein de trucs, c'est trop chouette, mais c'est pas du tout mon but de devenir le créateur number one de Belgique, tu vois. Je vois vraiment plus comme un levier pour d'autres choses. Comme par exemple là je suis devenu animateur à la télé grâce à l'influence, clairement, et ça je trouve ça trop bien, et j'ai trop kiffé l'expérience. On a fait je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de checker un peu, mais non, malheureusement pas. T'as pas vu? Mais je regarderai maintenant, hein. Génial. On s'est rencontrés. En fait on a fait 3 saisons de AgriStories. C'est une émission qui a pour but de valoriser le métier d'agriculteur. Donc moi j'allais à la rencontre d'agriculteurs, et on faisait des défis, etc. Et on avait un côté aussi un peu plus
humain où tu discutes avec les agriculteurs, etc. Et l'idée, c'est vraiment de casser les clichés que les gens avaient sur le métier d'agriculteur. Et j'ai trop aimé l'expérience, c'était trop bien. C'était vraiment rien à voir avec les réseaux sociaux, c'est un format plus télé, parler, même journalistique, tu vois, un peu. Et j'ai trop aimé. Et ça, du coup, c'était grâce à l'influence. Ça t'ouvre des portes, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que l'influence, c'est vraiment ça ouvre beaucoup de portes. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. C'est là qui veulent développer leur réseau à fond et devenir le créateur number one, mais trop bien pour eux. Mais c'est pas trop mon but à ce niveau-là. Après, oui, évidemment, c'est cool si je développe encore un peu mes réseaux, mais je sais pas si j'arriverai à un moment à stopper. Tu vas me dire, je deviens un peu trop gros, j'arrête, tu vois. Ouais, ça risque d'être difficile. Hein. Ouais. Et est-ce que tu as un conseil pour soit des entreprises ou des commerces locaux, des institutions, des ASBL qui veulent collaborer avec des créateurs de contenu ou avec toi directement, et un autre conseil plutôt pour des futurs, j'espère, créateurs de contenu? Le conseil pour les ASBL, les commerces un peu plus locaux, etc. Je dirais, si vous rentrez en contact avec les créateurs, personnalisez vos messages à fond. Pas hésiter à vraiment jouer le côté humain. Je ne demande pas d'être hypocrite, tu vois, mais vraiment essayer c'est un conseil que je peux donner aussi aux agences, mais c'est vraiment de se dire les créateurs, c'est pas juste des chiffres ou des nombres d'abonnés, c'est aussi des humains qui sont derrière, qui ont aussi peut-être des attentes ou quoi, tu vois. Et pas hésiter, en fait, juste tenter, rentrer en contact. Moi, j'ai fait plein de campagnes pour des ASBL, pour des commerces locaux, que ce soit des restaurants, des magasins de vêtements, etc., où j'étais jamais payé, et ça me faisait trop plaisir. Et derrière, j'étais juste trop content aussi de pouvoir aider les commerçants d'une part, mais aussi ma communauté à découvrir de nouveaux endroits. Donc je pense qu'il faut juste essayer. Moi, je suis super ouvert à ce niveau-là aussi, et c'est un super levier. Franchement, l'influence pour tout ce qui est, enfin pour tout en fait, pour moi, l'influence ça peut fonctionner vraiment pour tous les sujets. Ça dépend évidemment comment tu le traites, mais c'est primordial et il faut pas hésiter. Je sais pas un exemple concret, mais j'ai fait la promotion de restaurants, de magasins ou autres, et j'avais tout le temps les commerçants m'envoyaient souvent des messages en mode merci, on est full depuis une semaine. Enfin, c'est trop bien, tu vois, genre t'as aidé des commerçants locaux et je trouve ça trop bien. Et à l'instar des fois de plus grosses multinationales où les créateurs sont payés pour en parler, évidemment ça marche, mais bon, t'as un côté peut-être un peu moins éthique aussi. Et je trouve que le commerce local c'est important, et je pense que les créateurs devraient encore plus soutenir de manière générale les commerçants locaux, quoi. C'est chouette d'avoir un retour direct aussi, quoi. Ouais, à fond, c'est cool. Puis t'es en contact direct aussi. Donc c'est chouette, quoi. Et pour les futurs créateurs, les jeunes qui veulent se lancer dans la création de contenu, belges, namurois ou... Surtout namurois. Et bruxellois, attention, me faire taper dessus. Non, moi je dirais que de pas vouloir à tout prix être influenceur. Tout le monde, enfin, on entend souvent en mode ouais, je vais me lancer, je vais devenir créateur de contenu, je vais avoir toutes les campagnes du monde, ça va être trop bien, je vais être riche, etc. Mais en fait, tout doit partir d'une passion, d'un kiff, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Moi, je me suis jamais dit putain, pardon pour le gros mot, punaise, je veux trop avoir 3 millions d'abonnés, je veux en vivre, je veux devenir une rockstar, ça va être trop bien. Non, juste partage des trucs qui te ressemblent, des contenus authentiques, que ce soit autour de ta passion, vraiment c'est le plus important, des trucs que tu kiffes, que je sais pas si tu aimes la mode, t'aimes un sport en particulier, tourne des contenus autour. Et derrière, si ça se développe, c'est cool, et ça doit rester du bonus, quoi, tu vois. Et rester super authentique, le plus important, et essaye pas d'être trop stratège au début, publier plein de formats, publier, et pas trop réfléchir. C'est pareil con de dire ça, j'ai fait 5 années d'études en communication, en social media, des stratégies, etc., mais juste tenter des trucs, pas se focus sur des petits détails, s'il y a un hashtag en moins ou autre, c'est pas trop grave, juste publier, tester des formats, et si ça fonctionne, et si ça fonctionne, c'est pas grave, vous pouvez réessayer, comme dans l'entrepreneuriat, quoi, finalement, tu vois. Ouais. Voilà. Tout donner. Après, tu as donné pas mal de conseils pendant notre discussion, donc c'est chouette. J'espère que ça va en inspirer plus d'un. J'espère, à fond. Et bien s'entourer. Meilleur conseil, bien s'entourer. Pas hésiter à s'entourer d'autres créateurs aussi, ça peut être intéressant. Des gens du milieu, mais aussi des gens qui sont pas seulement du milieu, de demander l'avis à des copains. Moi, ça m'arrive souvent, avant de publier une vidéo, de demander à un pote, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas que c'est un peu trop border, ou tu trouves pas que je devrais mettre un autre texte? Et c'est trop important d'être bien entouré et avoir des gens qui te soutiennent à fond. Trop important. Dans un milieu des fois un peu particulier, l'influence, c'est un métier d'image, et donc il y a des gens qui comprennent pas spécialement, tu vois, et je pense que c'est super important d'être bien entouré avec des gens qui comprennent ce que tu fais, mais aussi qui sont pas spécialement dans le milieu, pour essayer de vite péter un plomb, tu vois, et de garder vraiment les pieds sur terre. Trop important. Et ça, c'est vraiment mon dicton, et ce que j'ai envie de respecter à fond, de rester vraiment moi-même les pieds sur terre, et pas péter un plomb
Génial. Comme des fois certains, mais bon, voilà, comme dans tous les milieux, quoi. Et la suite pour toi, c'est quoi? Donc, t'as lancé ta chaîne YouTube. Ouais. Et est-ce que t'as un autre projet sur le feu ou Ouais, j'ai un autre projet. Je déteste faire ça, c'est vraiment en mode l'influenceur qui a des projets secrets, qui veut pas trop en parler, je me déteste. Mais j'ai un autre truc là bientôt qui va arriver prochainement, un truc tout nouveau. J'ai trop hâte de le développer, mais c'est pas encore sûr, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, sinon ouais, je continue ce que je fais sur les réseaux. Je continue mon taf aussi d'à côté de freelance. J'ai pas mal de clients en influence social media qui me prennent aussi pas mal de temps. Ok. Et sinon voilà, je continue mes petits projets à fond, prendre du temps pour moi, faire plus de sport, voir mes copains, la famille, etc. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut te suivre alors pour découvrir tes prochains projets secrets? C'est le moment de ma promo là, ça y est. Ouais. Sur Insta et TikTok, Marius Story. Marius comme Marius, c'est Story comme Story. Et j'ai envie de finir par ce Par le petit magnifique sticker. ce que tu vas devoir absolument mettre ici. C'est le mien, hein, fais gaffe. C'est le tien, Marius Story. Voilà, Marius Story. Ben écoute, mille merci pour cet échange. Merci à toi, c'était cool. C'est bonne question super pertinente. Je kiffais, c'était chouette, c'était pas trop simple. Enfin, tu vois, genre on a parlé plein de sujets, donc c'était super intéressant. Je t'y connais aussi, donc ça c'est cool. Génial. Ben n'hésitez pas à suivre Marius, à suivre Socialbox aussi, sur Spotify, YouTube pour le podcast. Donc ça s'appelle Par les créateurs. Pour les créateurs. Pour les créateurs. Oh là, je connais le slogan, je suis trop fort. Allez, merci. Merci à toi, Ciao, ciao. ciao.